Salut. Oui, bon, ok, on va parler cata, mais freinez vos ardeurs pour le macabre, on va parler de l'après, à savoir comment on remet un train déraillé sur les rails. Oui, je suis le seul mec qui ruine sa vidéo dès le début en expliquant qu'elle ne sera pas sur les crashs. Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Je n'aime pas le putaclic, sauf quand ça m'amuse. Donc quoi qu'on fait après, une fois le bazar bien déraillé? Monsieur Yakafouke dirait que c'est simple, on soulève et on repose. Encore une fois, Yakafouke ferait mieux de se taire au lieu de l'ouvrir sur les sujets qu'il ne connaît pas, car c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bah oui, c'est ferroviaire quoi. Mais vu qu'on n'est pas là pour se prendre la tête avec du compliqué imbuvable, je vais vous traduire tout ça et vous allez voir que c'est très intéressant. Et à vivre, c'est encore mieux. Oui, j'ai cette chance ou malchance d'en avoir vécu plusieurs. Mais puisque Yakafouke a aussi le droit de croire que parfois il a raison, on va commencer par le cas qui ressemble à sa réponse. Bon, pas de bol pour lui, c'est un cas ultra rare, et tant mieux. La grosse cata, à savoir plein de wagons ou de voitures déraillées et enchevêtrées. Oui, la catastrophe qui fait la une des JT, celle qui arrive une fois tous les 10 ou 20 ans, en France. Je répète, ici je ne parle que du volet technique de l'après-déraillement. Donc bien entendu, ce qui prime c'est l'humain, les victimes, et les suites éventuelles sur l'environnement immédiat du lieu de la catastrophe. Mais moi je veux vous expliquer ce qu'on fait après. Donc je ne parlerai volontairement pas ici des victimes, ce qui ne veut pas dire que je les oublie. Donc quoi faire avec un tas de tôles de plusieurs centaines ou milliers de tonnes? Bon déjà on va poser le but, rendre la voie. Oui, ça peut paraître anodin et secondaire, mais le but ultime, c'est bien ça. Dégager tout ce tas pour permettre aux équipes infra d'intervenir sur la voie, afin de la rendre à nouveau disponible à la circulation. C'est la même chose que sur la route, en cas de carambolage. Car quand des centaines de tonnes sont lancées et s'arrêtent brutalement n'importe comment, la voie souffre, et ce qu'il y a autour aussi. Les signaux, les ouvrages d'art. Que la catastrophe soit grosse ou pas, ce seront les mêmes gens qui vont intervenir. L'équipe relevage. Mais dans le cas du gros tas de tôle, il y aura plusieurs équipes. L'équipe relevage, c'est quoi? C'est un gars très fort qui pousse le train et hop, problème réglé. Bon, non en fait. Déjà on va commencer par ce qu'ils ne sont pas. Des gens payés à attendre le déraillement pour bosser. Non, ça coûterait trop cher. Donc on prend des agents des technicentres. On les forme au relevage et quand tout va bien, ils travaillent à entretenir le matériel. Et quand ça déraille et qu'ils sont d'astreinte, ils embarquent direction le lieu du déraillement. Un peu comme votre garagiste du coin, qui fait aussi dépanneuse. Il bricole les voitures des clients dans son garage et quand le téléphone sonne, il part avec la dépanneuse. Bon et bien là, c'est pareil. Il faut des spécialistes matériels, car eux seuls ont la compétence pour savoir comment dépanner un train bloqué. Ils font ça aussi parfois, et ou contrôler l'état d'un train déraillé avant qu'il rebouge. Donc, en principe, une équipe de 6 agents, un freiniste, un méca, un thermicien, et ainsi de suite. Et un chef d'équipe. On ajoute à ça un CTT, cadre transport traction. Moi quoi. Bon, ça c'est son ancien nom. Car depuis il est DPI, MC, blablabla, le chef des conducteurs quoi. En tant qu'officier, on doit se sacrifier. Pourquoi lui, alors que le train ne peut plus bouger? Car lui, il a une compétence multiple, transverse, et une culture sécurité. Il s'y connaît un peu dans tous les domaines du ferroviaire. Son rôle va être de coordonner les moyens, être le lien entre les acteurs et tout boucler en sécurité. Pendant l'action, il aura un rôle qui peut paraître très étrange et va entretenir la légende du cadre qui ne fait rien. Il va devoir regarder et ne pas aider. Oui, je sais, ça peut paraître dingue, mais il ne doit rien faire, sinon surveiller. Car faire, c'est être dans l'action, et donc parfois manquer de recul et se mettre en risque face à la situation globale. Être le nez dans le guidon fait qu'on ne voit pas le peloton. Le cadre va participer à la phase d'analyse en proposant, en donnant son avis, mais ne mettra pas en œuvre. Il doit être en retrait et avoir un œil sur tout pour préserver l'ensemble. Donc ce groupe de 7 personnes va aller sur place, évaluer la situation et dans le cas de la grosse catastrophe, chialer. C'est pas ta faute.
Bah oui, quand on découvre une grosse cata, pendant 2 secondes, on voit une montagne d'emmerdes et pas de solution. Celui qui voit directement la solution est un crétin, car non, ce n'est jamais simple. Après ça, on découpe l'immense problème en petits problèmes, qui eux peuvent être résolus. La somme des petits problèmes résolus fera la solution globale. Donc, dans le cas d'une grosse cata, après la mise en sécurité du lieu, c'est-à-dire interrompre la circulation sur les voies à côté par exemple, on va devoir évaluer les contraintes. Bon, pour expliquer cette notion, on va prendre un exemple qu'on a tous pratiqué. La règle d'écolier qu'on fait vibrer sur le coin de la table. Elle vibre car on force dessus et qu'elle cherche à retrouver sa place quand on la lâche. Ici, ce n'est pas la vibration qui nous intéresse, mais le fait que la règle cherchera toujours à reprendre sa position initiale. Notre gros paquet de tôle, c'est pareil. Il a été tordu dans tous les sens lors du déraillement et va chercher à retrouver, sinon sa position initiale, au moins une position libre. Mais si c'est marrant avec une règle, ça l'est beaucoup moins avec du métal de plusieurs dizaines de tonnes. Car quand on va libérer tout ça pour désenchevêtrer, ça va partir fort. Et là, on risque littéralement la mort. Donc comme dans tous les chantiers, que ce soit une bricole à la maison ou un truc ultra complexe au boulot, la phase d'analyse et de préparation est presque plus importante. Après, il va falloir découper au chalumeau et ou extraire avec une grue. Voilà, Yaka Fauque est content. C'est tout, non? Mais non du con. On va passer aux 99% des déraillements, ceux qui ne vont pas se faire comme ça. Car désolé pour les amateurs de spectaculaire, mais 99% des déraillements, c'est ça. Quelques roues à quelques dizaines de centimètres des rails. Donc quand vous lirez dans la presse, ou pire sur les réseaux sociaux, qu'un train a déraillé, n'imaginez pas le pire, car il y a de très grandes chances que ce soit un petit déraillement. Mais petit ne veut pas dire simple à relever, on va le voir après. Alors forcément, plus ça se passe loin, pire ce sera. Et oui, quand ça a lieu à 15 000 km de la France, si on en parle, c'est que c'est gros. Mais plus c'est près, plus on va en parler juste par sensationnalisme. Juste parce que le mot déraillement fera du clic. D'ailleurs, pour contourner ça, les opérateurs ferroviaires évitent autant que possible le mot déraillement. Juste pour que les gens n'imaginent pas une catastrophe digne d'un film hollywoodien. Quand en fait, une roue se trouve à 10 cm du rail. Pareil, je ne vais pas m'attarder ici sur les causes des déraillements, mais grosso modo, il y en a deux. L'erreur humaine ou problème de voie. N'imaginez pas le train qui perd une roue et déraille, ça n'existe pas. Alors nos petits déraillements ne sont pas très graves, mais ils vont nécessiter de gros moyens, car on parle tout de même de train, pas de trottinette. Du lourd, du lourd. Quand on est appelé sur un déraillement, c'est en général le gestionnaire du réseau qui nous avise, car lui, il veut retrouver son réseau. Si on arrive directement à avoir des photos, ça va aider, mais c'est rarement le cas. Non, tout au plus, on a une constatation relayée par différents acteurs, et donc déformée. Donc on va à la pêche aux infos. Et rien, pas une touche. Et ça commence à se ressentir sur la motivation à bord. En essayant de parler au gars qui est sur le terrain, car lui, il est devant, ou pas loin du gros tas. En fonction de ça, on va estimer les besoins nécessaires. Rien ne sert de partir avec un camion et l'équipe si 26 wagons sont déraillés. Une fois l'estimation faite, on réunit l'équipe et on y va. Il faut savoir que les zones d'intervention sont généralement assez vastes. Aussi, rien que le temps pour se rendre sur place va être long. Sans compter que ça peut dérailler au milieu de nulle part.
Et accéder nulle part, ce n'est pas simple. Quel enfer. On va toujours essayer de rapprocher le camion au maximum du déraillement, car il va y avoir des centaines de kilos de matériel à acheminer. Aussi, le poids lourd d'intervention fera assez souvent 4x4 dans les chemins. Une fois échangé avec les acteurs déjà sur place, on va aller se rendre compte de l'état du drame. Car n'en doutez pas, l'info que vous avez eue au début est toujours minorée. Non par volonté de mentir, mais parce que ceux qui vous la donnent ne savent pas ce que c'est qu'un relevage, et imaginent ça simple à partir du moment où il n'y a pas un gros tas de wagons les uns sur les autres. C'est fastoche ou pas? Là, faut que je prenne 2 minutes quand même. Donc là, on se rend compte qu'il n'y a pas une roue, mais 4 de déraillés, et qu'elles ne sont pas juste au bord du rail, mais à 1 mètre. De même, on voit que les attelages ont salement dérouillé et sont tendus au max, et immédiatement, on sait que ça va poser des problèmes. Houston, we have a problem. Bon, et sinon, ça fait déjà 3 pages de script, et le train n'est toujours pas relevé? Bah, je vous avais dit que la phase de préparation était presque plus importante que le relevage en lui-même. Car oui, il vient de se passer plusieurs heures depuis l'alerte. Et pour le profane, il n'y a rien de fait. C'est nul! La première chose qu'on va faire, c'est de sécuriser le chantier. Ne pas rajouter un accident au déraillement. Je sais, cette phrase paraît idiote, mais pourtant, c'est la plus grande crainte. Que quelqu'un soit blessé par l'intervention ou par une autre circulation. En effet, quand on déraille sur une voie unique, en pleine campagne, le risque externe va être limité. Sauf qu'on déraille rarement en pleine voie, mais souvent sur des aiguilles. Et les aiguilles, elles sont dans les triages, dans les gares, là où il y a plein de monde et plein de trains, donc plein de risques. Aussi, on va prendre plein de mesures de sécu, afin de limiter le périmètre d'une entrée éventuelle et bloquer les circulations des autres trains qui pourraient venir dans le coin, les voies autour et vers le lieu. En effet, on va avoir besoin de place, de débattement et de faire courir des tuyaux et divers matériels partout, donc il nous faut de la place. Voilà, tout est prêt, on peut attaquer dans le dur. Oui, mais comment? On commence par quoi? Eh bien, il n'y a pas de mode d'emploi. Chaque cas est particulier. Mais globalement, on va vouloir avant tout supprimer les contraintes. Car les contraintes, ce sont des dizaines ou centaines de tonnes de pression qui vont pousser d'un sens, tirer de l'autre, et in fine, nous exploser à la tête au moment où on s'y attend le moins. Pour faire ça, il faut soit tenter d'aligner le train comme il devait l'être, soit séparer les éléments au plus petit restant possible, et desserrer les freins, après avoir mis des cales de sécu pour ne pas voir un morceau partir. Quand il n'y a plus de contraintes, on a moins peur, car en principe, il n'y aura pas de surprise. Ouais, enfin, ça c'est ce qu'on pense quand on débute, car dans le relevage, la loi de Murphy marche à plein régime. Tout ce qui peut arriver, va arriver. Ce qui peut merder, va merder, y compris et surtout ce qu'on n'imaginait pas. L'idée générale va être de soulever le morceau déraillé et de le faire translater latéralement. Une fois au-dessus du rail, on repose et c'est gagné. Alors je t'arrête tout de suite. Bon, ça c'est la théorie, mais ça va se traduire par des sauts de puce, car on ne translate pas d'un mètre d'un coup, mais par petits morceaux de 10 à 20 cm. En effet, les matériels utilisés ne permettent pas de translater plus. Bouger des dizaines de tonnes, ça ne se fait pas d'un coup. Il nous faut donc un groupe électrogène pour fournir de l'électricité. ELEC qui va servir à alimenter une pompe hydraulique. Cette pompe permet d'alimenter les vérins. Les vérins soulèveront le train déraillé. Et pour commander les vérins, il nous faut une série de manettes regroupées sur un support, appelé la table. Anecdote impromptue. Dans un relevage, le tableur n'est pas un logiciel de calcul Microsoft, mais le gars qui s'occupe de commander les vérins, et donc manipule les manettes. Manettes regroupées sur la table. Tout ça au milieu de la campagne ou d'un triage ou d'une gare. Et là va poindre un nouveau problème. Le sol. Quand je veux lever quelque chose, si le sol n'est pas assez solide, au mieux je m'enfonce, au pire je bascule. Il me faut un sol plat et solide. Sauf qu'on n'est pas géologue. On ne va pas faire un carottage pour connaître l'état du sol avant d'intervenir. Donc on va aplanir au mieux et y aller tout doucement pour voir. L'idée étant toujours de ne blesser personne et de préserver le matériel. On va lever des deux côtés, mais forcément le sol ne sera pas de même niveau d'un côté et de l'autre. Donc afin de mettre tout ça de niveau avant de lever, on va caler. Et le calage, c'est tout un art.
On va empiler différentes cales pour que les deux vérins travaillent ensemble. De la grosse cale bien solide, bien lourde. On cale les vérins, on lève, on cale le train en position haute. Il faut donc beaucoup de cales. Et c'est souvent ce qui va finir par manquer, car on a un camion et tout doit rentrer dedans. C'est aussi pour ça que quand le déraillement sera trop important, on va sortir le train de secours, car il a plus de matériel, de cales, de vérins. Donc mon train est en position haute et calée. Je peux sortir les rippers. Les rippers, ce sont des petits vérins qui vont venir s'agripper à la table horizontale sur laquelle on va poser les vérins. Quand on va activer les rippers, leur tige va sortir et ils vont se déplacer latéralement. Avec eux vont bouger les vérins et donc le train posé dessus. Donc une fois les rippers en place et les vérins posés dessus, je remonte jusqu'à venir libérer le train de ses cales. À présent, je peux activer les rippers et donc décaler le train. 10, 20 cm et on est en bout de course. Il faut à nouveau caler le train, descendre les vérins, rentrer les tiges des rippers, bouger les rippers, remettre les vérins, remonter et ainsi de suite, autant de fois qu'il faudra pour faire revenir le train au-dessus de ses rails. Mais cale, vérin et ripper pèsent un homme mort. Aussi à la longue, les muscles souffrent. On ne va pas se le cacher, c'est hyper physique. Tout ça va durer des heures avec un risque omniprésent. Qu'il fasse hyper froid ou qu'il pleuve à seau, il faut continuer. Et au fait, le train, on veut le reposer sur ses rails. Mais vous avez pensé à la voie ? Bah oui, ça a déraillé et vu les masses en jeu, quand ça déraille, bien souvent la voie va elle aussi souffrir. Sauf qu'une voie en mauvais état, c'est le meilleur moyen de tout remettre dans le sable une fois qu'on va poser. Et oui, ça arrive souvent. On pense que la voie n'est pas trop mal, on pose nos dizaines de tonnes et tout s'écarte. On pensait avoir terminé, nous voilà de nouveau déraillés. Mais vous me direz qu'il fallait y penser avant. Sauf que, avant, il y avait une partie du train sur la voie, et donc pas possible d'intervenir. J'ai vu des équipes devoir reconstruire un morceau de voie afin d'avoir où poser le train, tellement tout avait été arraché par le déraillement. Les gars sont de base techniciens matériels, mais se transforment en terrassiers et différents métiers nécessaires au relevage. C'est vraiment un truc de dingue un relevage, et les équipes qui font ça sont à part. Volontaires, engagés, au service des autres, franchement, je veux ici les saluer, car ils méritent tout notre respect. Alors, on a terminé ? Le train est sur ses rails, donc c'est bon ? Bah non. Le train vient de dérailler, et même s'il est revenu en position normale, toute sa structure a peut-être souffert du fait de cet épisode. Donc il va falloir contrôler tout ça pour déterminer s'il a encore le droit de rouler, et si oui, à combien. Vous voyez ce que c'est qu'un parallélisme en voiture ? Bah c'est un peu le même principe, mais pour un train. On va sortir les documents du constructeur du wagon ou du train et tout sera mesuré afin de déterminer si quelque chose a souffert. Tout ça après des heures et des heures d'efforts en plein milieu de nulle part. Et ça prend beaucoup de temps ça aussi. Et si jamais les roues ont trop souffert pour pouvoir encore rouler, alors là il faudra sortir les patins. Que je mette les patins. Ça là-dessus, elle est terrible. Ou le chariot. On placera sous les roues du train soit des patins de glissement, soit un chariot avec des petits trous. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, car là encore, c'est hyper chaud comme truc. Et ce sera encore les mêmes gars qui vont mettre ça en place. Après, il faut tout ranger, et pas en vrac, sinon ça ne rentre pas dans le camion. Et reprendre la route pour rentrer. Encore des heures. Des champions, je vous dis. Tout ça n'est bien entendu qu'un résumé vulgarisé, et ça ne reflète que peu le niveau de problème que ça pose, et donc le niveau de compétences déployées pour y remédier. Vous l'aurez compris, là est le secret. Les petits gars qui font ça sont top. Au-delà des technologies employées, l'ardeur qu'ils mettent alors que tous les éléments sont bien souvent contre eux me sidère à chaque fois. Respect les gars. Alors attends, voilà. On met ça par là, et là on va pouvoir la solidarité là. Et au fait, pourquoi on n'utilise pas les oreilles de cochon ? Oui, vous savez, ce genre de cale qui permet de remettre le train sur les rails en tirant du sens opposé à son arrivée.
On voit plein de vidéos comme ça dans plein de pays. Eh bien, on le faisait en France aussi avant. Mais on s'est rendu compte que ça abîmait encore plus les roues et la structure du train. Car rouler penché sur du ballast ou des traverses, avant de remonter sur le rail, ce n'est pas vraiment top. On gagnait beaucoup de temps, sur le moment, mais après il fallait tout remplacer. Donc non, on ne fait plus ça avec des oreilles de cochon. Yeah. Ah, au fait, tout ça va encore se complexifier quand il y aura une caténaire au-dessus de la voie. Car lever un train, c'est le rapprocher de la caténaire, et donc du risque électrique. Et ça, c'est mal. Donc il faudra, dans ces cas-là, aussi faire intervenir une équipe spécialisée pour isoler électriquement la zone. Sauf que là encore, ça va demander du temps, en plus de tout le reste. Voilà, 99% des déraillements, c'est ça. Plein de compétences, plein de temps, plein d'emmerdes, beaucoup de fatigue, et pourtant à chaque fois un plaisir une fois terminé. Car il est aujourd'hui assez rare de travailler avec différents métiers dans un objectif commun. On ne travaille pas pour sa petite statistique dans son coin, mais dans l'intérêt global du ferroviaire. Le reste, les 1% des cas où ça fait un gros tas, et où on sort les grues, vous voyez ça à la télé et dans les JT. Mais c'est fort heureusement très rare. Au fait, en langage commercial, afin de ne pas affoler les gens, on ne parle pas de déraillement, mais bien souvent de la cause. Un heurt avec un arbre, un défaut de voie, un affaissement de plateforme. Oui, ça veut pas dire grand-chose pour celui qui ne connaît pas, mais avouez que c'est beaucoup moins putaclic que déraillement, qui fait penser à catastrophe, alors que bien souvent il n'y a aucune conséquence physique pour les clients. Les trains déraillent très peu, et quand ils le font, ce sont souvent lors de manœuvres, sans client, ou sur des trains de fret. Alors rassurez-vous, ce n'est pas parce que je viens d'écrire 5 pages sur le relevage que ça va vous arriver demain. Et au pire, ça fera l'occasion de se rencontrer. Non, je déconne. Restez dans votre train, bien sur sa voie. Et moi, je resterai la voix dans la vidéo. Allez, à bientôt en ligne et tchou tchou.